Donc, je suis Hélène Agy, je suis professeure en littérature américaine. Mon champ de prédilection, c'est la poésie 20e et 21e siècle en littérature nord-américaine. Et je suis en poste à Nanterre. Et moi, donc, je suis Modesta Suarez, je suis en poste à Toulouse, Université de Jean Jaurès, et je suis professeure de littérature latino-américaine, donc aussi de littérature américaine. C'est à peu près ce qu'on va essayer de montrer ce soir. Et évidemment, de toute façon, Paul-Henri et Hélène ils sont habitués, nous n'avons pas respecté le format. Donc, nous n'allons pas intervenir successivement l'une après l'autre, mais plutôt l'une en même temps que l'autre, sur... à côté de l'autre. Et évidemment, nous avons écrit un livre, parce qu'en fait, le séminaire, et je remercie infiniment Paul-Henri de nous avoir sollicité, le séminaire converge avec un projet dont nous discutions, qui était l'idée de Modesta, de faire se rencontrer de manière un petit peu plus formelle, organisée, les poésies du continent américain. Donc la question que nous nous sommes posées ensemble, pour commencer, c'était comment habiter poétiquement le continent américain. Et en fait, c'est le titre que nous aurions donné à ce séminaire s'il n'avait pas déjà été annoncé très amplement sous le titre Poésie contemporaine dans les Amériques. La question que nous nous sommes posée, c'était de savoir exactement comment on pouvait essayer de redéfinir le poète américain en faisant converger nos deux expériences de la poésie américaine. Ce qui nous est apparu est la nécessité pour les poètes de conquérir une légitimité littéraire distanciée de l'héritage européen qui était perçu comme colonisateur. Cela engendre chez eux un positionnement contradictoire, à la fois de colonisateurs, la plupart d'entre vous être familiers de ce genre de problématique, mais bon, et de coloniser, pour un poète qui cherche à la fois à investir le territoire américain, pour rendre compte des réalités américaines qu'il expérimente comme radicalement autres, et à se libérer de l'emprise culturelle de l'ancien monde. Cette tension engendre une diversité de stratégies de libération et d'affranchissement notamment des traditions dont le dénominateur commun est la recherche d'une ou de plusieurs traditions alternatives. Créer une tradition ad hoc adaptée aux conditions américaines, aux enjeux perçus, à ce qui est construit de manière empirique, en marge des canons esthétiques ou académiques, c'est essentiellement le propos de nos poètes. Oui, en effet, parce que ce que tu viens de dire pour les États-Unis fonctionne amplement au niveau de l'Amérique latine, et les indépendances, finalement, lorsqu'elles arrivent en Amérique latine, du côté de la littérature, ne trouvent ou ne laissent dans les premiers moments que ce que Gianfranco a appelé une imagination colonisée. Et il faut vraiment attendre le milieu du 19e pour qu'il y ait vraiment une prise de distance vis-à-vis de ce qui reste de l'Empire espagnol, et pour que ceci commence à prendre forme littéraire autonome. Le modèle va s'éloigner peu à peu du paradigme espagnol, et ce paradigme espagnol va céder la place peu à peu à l'influence française. Les poètes parnassiens, les poètes symbolistes vont être les grands détenteurs de la nouvelle tradition, une nouvelle tradition que l'on va connaître en Amérique latine à la fin du 19e siècle sous le nom de modernismo. Alors modernismo qui est un faux ami par rapport à la langue anglaise, puisque ce que l'on connaîtra ou ce que l'on connaît comme le modernisme aux États-Unis, en fait, seront les avant-gardes, et on parlera d'avant-garde côté Amérique latine. Alors, les poètes latino-américains ne se détournent pas de l'espagnol pour se tourner uniquement vers la poésie française, mais on se rend compte également qu'ils se tournent vers un nord états-unien. Et dans ce nord états-unien, il y a véritablement une figure de proue, que ce soit pour la poésie anglo-américaine et ce qui deviendra la poésie
poésie latino-américaine, qui est Walt Whitman. Celui qui le fait connaître, le premier à véritablement mettre l'accent sur la poésie et la force, la puissance poétique de Walt Whitman, ce sera bien évidemment José Martí, le Cubain, au moment non pas où il est à Cuba, mais au moment où il est en exil. Il est en exil à New York et tous les termes qu'il va utiliser pour parler de Walt Whitman renvoient d'une certaine manière à une espèce d'immensité qui vient couronner la poésie contemporaine telle qu'elle peut s'écrire à ce moment-là. Martí n'est pas le seul. Darío dira la même chose. Rubén Darío, le nicaraguayen, dira la même chose fin du 19e, début du 20e. Plus tard, dans le 20e, Pablo Neruda réutilisera et reviendra sur la figure de Whitman en le nommant le père de la poésie continentale, el padre de la poesía continental, où on retrouve donc cette notion qui est un petit peu au cœur de ce qu'on vous présente ce soir, à savoir celle d'un continent poétique américain. Donc en fait, pour les poètes nord-américains de la période moderniste, début du XXe siècle essentiellement, cela implique un regard différent porté sur l'histoire du peuplement du sous-continent et d'une manière plus générale du peuplement du continent américain. La prise en compte des populations amérindiennes locales, mais aussi celles de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, l'intégration du temps de colonisation française, le cas échéant, une remise en perspective de la période puritaine et de la construction de la jeune République jusqu'au moment clé du basculement à l'ère industrielle. C'est une réécriture de l'histoire que l'on trouve par exemple sous la plume de William Carlos Williams dans son essai historiographique In the American Grain, publié en 1925. Il s'agit de diriger la focale sur les peuples précolombiens, les trappeurs, les prêtres catholiques, pour développer une réflexion négative sur la peur et la clôture qui, selon Williams, caractérise la conquête puritaine du territoire nord-américain. Par bien des aspects, on trouve dans cet ouvrage une critique acerbe de l'invasion anglophone et le désir très fort de se tourner vers la langue qu'il imagine être la langue autochtone de l'autre Amérique, qui est l'espagnol. Là, il y a évidemment, disons, une sorte d'approche un peu erronée, donc on va lui pardonner parce que c'est un grand poète, et on va se rendre compte que, étonnamment, l'arrivée vers les poètes de l'Amérique latine contemporaine de Williams se fait par l'expérience de la traduction de la langue du siècle d'or espagnol, qui est la langue des conquistadors, comme vous le savez. Les textes poétiques plus contemporains de ces auteurs d'Amérique latine font d'ailleurs l'objet de traductions que Williams essaime dans un grand nombre de petits magazines d'avant-garde expérimentaux et qui ont été rassemblés dans l'ouvrage, dans l'anthologie By Word of Mouth, les poèmes traduits de l'espagnol. Ce travail de traducteur est fondamental parce qu'il participe non seulement d'une transmission des textes, mais aussi d'une construction de la langue américaine, une langue vernaculaire dont Williams cherche à établir les mots, les rythmes, les sons, et qui, dans son imaginaire, converge avec la langue espagnole. De mon côté, je pense exactement la même chose côté latino-américain, c'est-à-dire il faut absolument tenir compte des traducteurs et des traductions. Ça me paraît assez évident pour comprendre justement. Alors, avec un élément supplémentaire, c'est que ces traducteurs sont également des poètes la plupart du temps, ce qui est non négligeable lorsque on aborde les nouveaux textes poétiques tels qu'ils sont diffusés ensuite. Je voudrais insister sur un tout petit pays d'Amérique centrale qui s'appelle le Nicaragua, d'où est parti ce mouvement du modernisme, le modernisme de Rubén Darío,
parce que c'est véritablement un des points de passage géographique des textes entre le Nord et le Sud. Il y a là une véritable école de traduction poétique, alors école informelle, hein, bien évidemment, et on va retrouver, et c'est les couvertures que vous avez sur cette image, on va retrouver un certain nombre de traductions, et entre autres celle sur laquelle je vais revenir à plusieurs reprises dans la conférence, celle de José Coronel Urtecho et de Ernesto Cardenal, qui est l'Antología de la Poesía Hispanoamericana, qui est de 63. Urtecho en avait fait une, lui tout seul, en 59. Celle-ci, avec Cardenal, est de 63. Et Cardenal va republier cette même anthologie, alors en y ajoutant de nouveaux poèmes, en 2007 à Caracas. Et là, on arrive à pratiquement 660 pages de poèmes. Donc c'est vraiment, ce sont des anthologies, c'est pas le petit recueil qui se diffuse, c'est vraiment une somme qui est là et qui indique bien l'impact des traductions. Il y a, alors, chez les traducteurs qu'ont pu être William Carlos Williams, mais aussi Pound, et côté sud, Urtecho et Cardenal, il y a une entreprise de traduction qui peut paraître à un moment une espèce d'instrument qui permettrait d'une certaine manière la réécriture de la tradition. Il est bien évident que le choix des poèmes qui vont être traduits va déterminer d'une certaine manière des lignes de lecture de cette poésie. Dans le cas qui nous intéresse ici et sur cette traduction de Urtecho et de Cardenal, Cardenal est très clair. Il y a la volonté de poser une démocratisation, le terme il l'utilise à l'intérieur de l'introduction, qui déplace le centre de l'individu vers le groupe, du talent individuel vers une pratique communautaire. Et c'est ce mouvement qui va vers du collectif qui intéresse les deux Nicaraguayens à ce moment-là. Le projet est là, d'une certaine manière, pour aboutir à la constitution d'une grande poésie américaine qui posséderait une continuité continentale. C'est-à-dire là où la continuité n'est peut-être pas formellement évidente, il va y avoir la construction de cette continuité. Et les deux Nicaraguayens vont reprendre à leur compte toute une série d'éléments qu'ils vont prendre dans la poésie telle qu'elle s'écrit aux États-Unis et la reprendre à leur compte, on y reviendra un peu après, sous le nom d'extériorisme. Alors, les traducteurs, mais on peut penser aussi à l'importance pour ces traducteurs des revues, l'importance des revues, et c'est un petit peu ce qui nous avait fait nous rejoindre à un moment, Hélène et moi, dans un numéro de revue, un numéro spécial de la revue IDEAS de l'Institut des Amériques, où on avait travaillé justement sur ce point de passage. Alors, des traducteurs célèbres, on parle toujours, on va peut-être parler toujours des mêmes, mais bon, il y a Octavio Paz, il y a Borges, il y a Pacheco, il y en a des centaines, et ce sont des poètes, j'insiste là-dessus. Alors évidemment, si on regarde un petit peu la table des matières de l'ouvrage By Word of Mouth, on s'aperçoit que Octavio Paz fait partie des poètes choisis par William Carlos Williams. Et lorsque l'on s'avance en fait dans la deuxième moitié du XXe siècle, on voit que les traductions se détournent de la poésie ibérique et vont vers ces poètes majeurs, connus. Il n'y a pas de grande quête de poètes un peu plus confidentiels chez Williams, mais il faut quand même se rendre compte qu'il est à ce moment-là quasiment un des seuls poètes américains, nord-américains, à lire la poésie d'Amérique latine. Le moment clé probablement est celui d'un voyage au Mexique, mais aussi la découverte de Pablo Neruda, dont il aime la dimension épique et qui est à lire, on pourrait lire en parallèle avec le long poème de Patterson, on lit Canto Général.
Nicanor Parra, le Chilien, anti-poète selon ses propres déclarations, qui converge avec Williams sur la question de l'intégration du quotidien, du banal, du non poétique dans le poème. Les conversations entre Williams et Allen Ginsberg. Ginsberg lui-même partant, on verra tout à l'heure, en Amérique du Sud. Le poème dont m'a parlé Modesta, de Jorge Carrera Andrade, donc équatorien, son chant pour le pont d'Auckland, fait parallèle avec le poème de Hart Crane, The Bridge, par exemple. Alors, je ne vais pas forcément parler de ça, mais je voudrais... Non, je n'ai pas dit qu'elle allait en parler, mais on en a parlé. Nous en avons parlé. Nous, voilà. Alors, moi, je prends l'autre table des matières, puisqu'on est un petit peu sur de la comparaison avec cette autre anthologie de Urtecho et de Cardenal. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le début de l'anthologie est complètement tourné vers une espèce de retrouvaille avec les origines de la poésie du territoire anglo-américain. Alors, ça ne veut pas dire que l'anthologie est complètement tournée vers une poésie des origines, même si Cardenal publiera un certain nombre de recueils. Il va lui-même faire des anthologies dans les années 70, dans les années 80, sur ces poésies des peuples amérindiens. Il y a quand même, sur les 660 pages, il y a à peu près 500 et quelques pages qui sont tournées, qui sont consacrées aux poètes contemporains états-uniens. C'est-à-dire que implicitement, Cardenal et Urtecho reconnaissent une myriade d'écritures qui composent une sorte de voie lactée où les latino-américains ne peuvent que se sentir concernés, puisque les choix de ces poètes et de ces poèmes renvoient à l'idée que là, dans cette anthologie, sont regroupés, je cite l'introduction de Cardenal en 2007, les poèmes qui ne peuvent que nous intéresser le plus à nous, les poètes américains de l'autre Amérique, donc le Sud. Il y a véritablement une prise de conscience et une volonté d'amener à cette conscience. Alors, on apprend également dans l'introduction que rédige Cardenal que l'origine du mot extériorisme, qui va caractériser d'une certaine manière à la fois l'écriture de ce poète et l'écriture des poètes du XXe siècle nicaraguayen, est reliée intimement à ce qu'ils pensent de la poésie anglo-américaine. Si vous vous souvenez des adjectifs qu'a signalé Hélène il y a quelques minutes, on les retrouve dans cette citation. Et voilà ce qu'il dit de la poésie anglo-américaine qu'il est en train de traduire. Il est en train de parler de poésie réaliste, il est en train de parler de la poésie de la vie de tous les jours, de poésie quotidienne, de poésie narrative, de l'anecdote, de poésie conversationnelle, de poésie du langage de tous, concrète, directe. Tout ce qu'il est en train de signaler pour la poésie anglo-américaine va fonctionner exactement à l'identique pour la poésie du sud du continent. Et au sud, on va appeler cette poésie la poésie conversationnelle. Le mot est relié aussi au nord. On va l'appeler aussi antipoésie. Et cette antipoésie, c'est l'antipoésie à laquelle faisait allusion Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire en 1954, la publication de poèmes et antipoèmes du Chilien, du grand Chilien Nicanor Parra. On le reverra par la suite parce que Parra est aussi le lien avec la Beat Generation. Donc, poésie extérioriste. Alors, Cardenal aurait choisi un autre mot, mais le mot était déjà pris par les Brésiliens. Et ce mot, c'est le mot de poésie concrète. La poésie concrète, les Brésiliens avaient déjà préempté le nom. Donc, en fait, en réfléchissant ensemble avec Modesta, on s'est aperçu qu'il y avait la volonté chez ces poètes de se libérer évidemment d'une puissance impériale, mais aussi de trouver un terrain qui serait, au moins à leurs yeux,
dépourvu de toutes ces connotations d'oppression que vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous décrire en détail. Il ne s'agissait donc pas seulement de retrouver pour les anglophones une autre langue qui serait l'espagnol, ou pour les hispanophones de rencontrer la langue anglaise, mais de se rendre compte qu'ils allaient partager un autre terrain qui était celui de la littérature française et de la poésie en français. Et nous avons ainsi pu voir que c'est, comme l'a dit tout à l'heure Modesta, sur les poètes symbolistes, mais aussi par rapport aux surréalistes, je pense à Williams et Reverdy, ou bien, de manière un petit peu plus surprenante, dans la relation avec une forme de réalisme du roman, comme Ezra Pound et Flaubert, qui s'intéresse à Flaubert parce qu'il s'intéresse à la justesse du mot et à une diction aussi proche que possible de la perception. Ces littératures permettent de fertiliser aussi de manière croisée les poèmes de nos Nord-Américains et Sud-Américains. Peut-être juste rajouter un nom à tous ceux qui sont en train d'être évoqués, c'est Verlaine. Je pense que Verlaine est vraiment une des clés de lecture de la poésie de la fin du 19e et de tout le 20e. Le modernisme, ce mouvement moderniste est un mouvement tellement puissant que c'est non seulement quelque chose qui se génère à la fin du 19e siècle, mais c'est quelque chose qui est encore capable d'arriver avec une poésie relativement intéressante jusqu'à nous, jusqu'à la fin du 20e, début du 21e siècle. Je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent s'écrire à partir de cette énergie qu'a donnée la fin du 19e siècle. Et évidemment, une partie de cette énergie va dans la tentative de se libérer des formes fixes et conventionnelles de la poésie. Et pour William Carlos Williams, par exemple, la poésie d'Amérique latine a une influence majeure parce qu'elle lui permet de laisser de côté les formes fixes et très ancrées dans la langue anglaise, qui sont celles de la poésie plus classique, disons, et pour aller chercher d'autres intonations, d'autres rythmes. Il dit par exemple « What influence can Spanish have on us who speak a derivative of English in North America ?» Et là, il dit « To shake us free for a reconsideration of the poetic line » nous secouer de sorte que nous allons nous libérer et trouver une autre forme de vers poétique. Et ça, c'est des questions que William Carlos Williams pose alors qu'il donne une conférence à Porto Rico en avril 1941. Donc il y a vraiment ce dialogue qui s'instaure sur la forme poétique et sur la ligne. Alors moi je voudrais insister sur une forme qui est une forme suffisamment qui offre suffisamment de liberté pour qu'elle puisse fonctionner presque dans une espèce de non-forme. Je veux parler de la forme de la silva. Cette silva qui, dans sa version première, est une forme poétique non strophique et pour laquelle il n'y a pas davantage de métrique que du vers de 7 et de 11 syllabes. C'est un tout petit peu technique, mais vous allez comprendre pourquoi. Cette forme silva, qui est une forme extrêmement classique pour la poésie de langue espagnole, est totalement délaissée quand arrive la fin du 19e et quand arrive ces espèces de bouillonnements dont Martí est quand même assez exemplaire. Cette forme va répondre pour Darío à ce qu'attend Verlaine. Verlaine qui parle de l'impair. Alors, Verlaine parle de l'impair. Le problème, c'est que les formes métriques espagnoles de l'époque, c'est le 8, c'est le 10, c'est le 12, et là-dedans, il n'y a absolument pas d'impair. Sauf que Darío retrouve, dans la mémoire poétique, retrouve cette ancienne forme de 7 et de 11. Alors, 7 et 11, tout va bien, et nous sommes dans l'impair. Seulement, c'est encore
un corset pour la poésie de la fin du 19e. Et Darío va faire entrer dans cette forme à la fois le 3, le 5, le 7, le 9, le 11, le 13, etc. C'est-à-dire que cette forme sylve, qui est une forme, tout en ayant cette plasticité de la métrique, va permettre aux poètes de tout le XXe latino-américain d'avoir l'impression d'être sur ce que l'on appelle le vers libre, d'être sur une forme complètement libérée. On va arrêter là la partie technique, mais il me semble que c'est important d'avoir à l'esprit cette construction qui vient d'une autre langue, qui vient percuter la langue espagnole. La langue française, la métrique française percute la métrique espagnole, la fait bouger. Plus tard, la métrique et l'accent, la langue anglaise viendront percuter à nouveau la poésie de langue espagnole. D'une certaine manière, on est juste vous donner l'information. 1935, il y a une revue qui se crée en Espagne. Neruda en est un des créateurs. Elle s'appelle Caballo Verde para la Poesía, cheval vert pour la poésie. Et il y a un texte programmatique qui est le premier texte de la revue que vous avez là, que vous pouvez retrouver sur Internet. Que dit ce texte ? Eh bien, ce texte dit la nécessité de la poésie impure et surtout tout autant qu'il dit la nécessité d'une poésie impure, j'y mets des guillemets, il dit une mise à distance de la poésie traditionnelle dans ce qu'elle a de pureté poétique. Et Neruda essaye d'une certaine manière dans ce texte d'échapper à un hermétisme, à une esthétisation pour retrouver d'autres missions du poète. Je crois que c'est encore un mois après. Et d'autres missions du poète, la guerre civile espagnole va être un tournant à l'intérieur de la poésie latino-américaine et va faire retrouver cette poésie conversationnelle, cette poésie guillemets impure, qui, d'une certaine manière, naît très volontiers et de façon très spontanée dans la poésie de langue anglaise. Ici, j'explique quelque chose. Il y a véritablement un désir de la part du poète de rentrer en contact avec son lecteur, chercher le contact, donner des explications dans un style conversationnel. Si vous lisez le poème, l'espace et le temps y sont, mais ils sont complètement revus dans un ici et maintenant. C'est la vie quotidienne du quartier à Madrid avant la guerre. Les attributs anciens du poète, ils sont également, par exemple la fleur. Pourtant, c'est renouvelé. Ce n'est pas la rose, c'est le géranium. Fleur populaire s'il en est en Espagne, et la compagnie des poètes n'est plus évoquée que sous la forme des prénoms. Raúl pour l'argentin, Raúl González Tuñón, Rafael pour l'espagnol, Rafael Alberti, Federico pour Federico García Lorca. Tout est là, et pourtant tout est renouvelé. Il y a véritablement une remise en perspective de l'ensemble. Intermédialité qui est d'une certaine manière une autre forme de détour. On a parlé... C'est à toi, pardon. Absolument. Modesta. Simplement pour revenir quand même, avant de passer à l'intermédialité, sur le terme que Modesta a utilisé, le terme de contact. Contact est le titre d'une revue expérimentale dans les années 1920 à New York. Et cette insistance sur le contact avec la vie réelle, ses objets, est quelque chose qui devient fondamental pour la poésie nord-américaine, notamment dans le développement de ce qu'on appelle la poésie objectiviste, celle qui s'intéresse à la transparence, je vais très très vite, on pourra en discuter après si ça vous intéresse, mais celle qui est préoccupée de la transparence du regard et de la transitivité maximale du discours. On sait très bien que ces choses-là sont totalement impossibles et que le langage même fait obstacle, mais l'obstination qu'ont ces poètes à se confronter à ces enjeux est quelque chose qui est particulièrement notable et qu'on retrouve avec
je crois, chez les poètes du Nord et du Sud. Tu m'avais parlé à un moment donné, tu m'avais parlé de Vallejo par exemple. Voilà, on peut penser à George Oppen comme étant des poètes qui convergent. Alors sur la question de l'intermédialité, en fait, c'est précisément parce que ces poésies se concentrent sur la question du regard porté sur le monde qu'elles convergent avec un certain nombre des expérimentations qui sont faites dans le domaine esthétique, considérant que la poésie et le langage, finalement le langage est un pigment, le pigment de la poésie, et qu'on est dans des techniques qui sont apparentées. Alors pour le monde nord-américain, très rapidement, je pense que vous connaissez tout ça. Donc là, on est au cœur du trivial, mais aussi avec du chant, mais aussi dans cette idée que l'art va transposer de manière presque violente la réalité dans l'objet d'art ou le contexte artistique. Le questionnement sur un regard qui soit aussi précis que possible et aussi épuré que possible, qu'on retrouve dans les questionnements des précisionnistes, mais aussi, vous le connaissez, l'interrogation sur le geste poétique, la trajectoire de l'artiste, comme on la trouve dans l'action painting de Jackson Pollock. Là où les poètes convergent à nouveau entre nord et sud, c'est par exemple sur l'œuvre emblématique de Hopper. Et on en avait un petit peu parlé toutes les deux. Oui, tu peux peut-être passer la suivante, on va la laisser de côté et passer à la suivante, voilà. Puisqu'on retrouve Hopper avec une référence très claire, par exemple, dans l'œuvre d'une poète péruvienne qui s'appelle Blanca Varela, où l'on a une espèce de palimpseste pictural à l'intérieur même du poème. On est à la fois sur une expérience, l'expérience de Manhattan, et quand on parle de Manhattan, Whitman de nouveau est quelque part dans les parages. On est aussi sur l'expérience d'un Manhattan qui est à la fois dans une espèce d'atmosphère hyper réaliste et en même temps étrangement plongé dans la question de la figuration à l'intérieur même du poème. Poème de Blanca Varela, d'un ensemble qui s'appelle Valses y otras falsas confesiones, Valses et autres fausses confessions. On est dans les années 64-71, c'est le premier poème de ce recueil, et on peut penser de façon extrêmement contemporaine aux Lunch Poems d'Edgar O'Hara, ces Lunch Poems qui datent de 64. C'est Frank O'Hara. Frank O'Hara. Mais en fait, les lunch poems nous amènent à nous poser la question de la façon dont s'articulent ces interrogations sur le réel et la plongée un petit peu plus intimiste que l'on trouve dans les poètes de la New York School dans les années 1900, fin des années 50, 1960. Avec O'Hara, comme vient de le dire Modesta, mais aussi avec John Ashbery. Il y a à ce moment-là une sorte de divergence qui est aussi à voir dans le sud, entre une poésie qui va tendre vers un certain esthétisme et une poésie qui va, au contraire, ou par réaction peut-être, s'engager politiquement de manière beaucoup plus forte dans le mouvement ou la foulée des combats pour les droits civiques et de la montée en puissance de la poésie africaine-américaine, aussi bien au nord qu'au sud. Alors là, c'est un peu l'angle mort de
présentation parce que le temps a un peu manqué pour lancer une vraie longue réflexion sur le sujet, mais ce qui nous a frappé, c'est que par exemple l'introduction qu'on vous a, c'est un peu indigeste, un peu longue, mais qui, si vous l'avez parcouru, il n'était pas question d'en faire une lecture ligne à ligne, j'espère, en tout cas, ce qui, si vous l'avez parcouru, vous a montré l'aspect, disons, un peu plus historiographique de ce qui peut s'écrire sur ces sujets et la façon dont des poètes nord-américains, notamment ceux de la Beat Generation et notamment Allen Ginsberg, convergent, mais aussi Leroy Jones, Amiri Baraka, vers Cuba et s'intéresse à la poésie sud-américaine, poésie cubaine, mais pas seulement, pour des raisons qui sont éminemment politiques. Donc là, on a petit poème de Ginsberg à titre d'exemple qui montre comment, disons, sa perception de la situation géopolitique vient imprégner le poème et lui permet de poser les questions particulièrement préoccupantes et angoissantes qui sont celles de la guerre froide. La rencontre, ben oui. Mais bon, voilà, de manière qui quand même fait un peu sourire. Mais c'est aussi, ça fait partie disons, de la démarche poétique. Dans le mental poétique se construit une sorte de géopolitique double qui va pour une bonne part gouverner les inscriptions de la latino-américanité dans le poème nord-américain. On a d'une part donc ce qui venait du Mexique, quand on a pensé à Williams, et ce sera plutôt une poésie à tendance mystique, dont on va parler un petit peu plus tard si on nous laisse le temps, et cette poésie cubaine qui, elle, représente un idéal social et économique d'autonomie, de partage, d'égalité, dont la révolution cubaine et les souffrances de l'île sous embargo sont le symbole. Donc, c'est encore moi ? C'est peut-être moi. Donc il y a énormément de rencontres. On n'a pas voulu en faire l'historique, mais de rencontres entre poètes de la Beat Generation et poètes latino-américains, notamment avec Ginsberg. Avec et Ginsberg qui fait une tournée finalement. Oui. Un peu comme une rockstar pour l'époque, qui fait une tournée en Amérique latine. Alors c'est une tournée où il va rencontrer les grands poètes reconnus latino-américains, la jeune génération, Cisneros, dont vous avez un extrait de poème, le début de In Memoriam, qui est un poème d'un ouvrage qui s'appelle Canto cérémonial contra unos hormigueros. Ce poème qui est de 68, il a cette particularité. D'abord, c'est qu'il reprend le début en le traduisant, il reprend en tout cas l'esprit de Howl, du poème de Ginsberg, il le reprend et il l'hispanise, il le retravaille dans la langue espagnole. Et il va, d'une certaine manière, le relancer d'autant plus que le recueil obtient le prix Casa de las Américas à La Havane en 68. C'est-à-dire on a véritablement une espèce de reconnaissance alors d'abord à l'intérieur même du continent de ce que peuvent être les influences états-uniennes, reconnaissance d'un des grands poètes du moment qui est Ginsberg, et puis en même temps le fait que Ginsberg va pouvoir rencontrer tous ces gens-là. Ginsberg, il faut se remettre un peu aussi dans l'époque. Howl, lorsqu'il arrive au Pérou en 1960, n'est pas encore traduit, donc il le lit en anglais.
Et il va être immédiatement traduit par, entre autres, Cisneros, mais parmi d'autres, qui vont traduire les vers et qui vont diffuser immédiatement dans la presse de l'époque, dans les revues de l'époque. Donc c'est vraiment de la poésie qui se traduit presque de façon immédiate. De la même façon que Ginsberg rencontre Nicanor Parra aux États-Unis en 1959 et qu'il y a une espèce de flash entre les deux poètes et qu'il va traduire Nicanor Parra. Nicanor Parra est publié par City Lights en 1959, donc très rapidement, puisque ces poèmes et anti-poèmes qui sont quand même des anti-canto général de Neruda sont publiés juste quelques années auparavant. Donc on a véritablement un brassage, et on le voit bien sur ces années 60, un brassage entre le nord et le sud d'influences réciproques. C'est pas tout à fait ce qu'on avait écrit, mais on peut poursuivre. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Mais ça n'en demeure pas, ouais, c'est exact. Donc là, vous voyez, dans In Memoriam, on voit très bien comment le poème s'amorce, en fait, littéralement, en prenant les mots de Howl, pour ensuite partir prendre une trajectoire un petit peu et un différente. éloge de Cuba. Et voilà. Donc, à côté, disons, de cet engagement politique, mais lié à lui aussi par la volonté de défendre et préserver les cultures amérindiennes, il y a tout un mouvement de recouvrement mystique de cet héritage amérindien, de réinvestissement de tout ce qui fait la différence ethnique de l'Amérique. Pour la poésie, cela veut dire revenir à un certain nombre d'expériences ethnographiques et essayer de trouver le ton, le rythme, les mots qui feraient du poème américain un descendant des grands mythes oraux qui ont été collectés par Franz Boas, par exemple, qui est un des pères de l'ethnographie, comme vous savez bien. Pour Williams, on en a parlé un petit peu, mais par exemple, pour Charles Olson, dans la construction de son grand poème dans les années 50-60, cela implique une fascination pour la civilisation maya. Pour quelqu'un comme Jérôme Rothenberg, c'est l'intérêt pour les cultures orales des Indiens d'Amérique du Nord, et notamment de tribus avec laquelle il vit pendant un certain temps. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Pour le travail des anthologistes aussi, c'est prendre en compte, intégrer une poésie qui, elle, vient véritablement de la réserve indienne et mais qui s'écrit en anglais comme celle de Simon Ortiz, dont vous avez un exemple en haut. Poésie qui devient une sorte de creuset de tous les discours du traumatisme et du désastre tel que le XXe siècle a pu en produire. J'imagine que vous comprenez tous les implications, ne serait-ce que du titre du poème Final Solution, et la façon dont s'intègre l'histoire du XXe siècle à la destinée de l'Amérique. Oui, et on pourrait enchaîner avec l'image suivante qui est ce sont des extraits. Alors c'est intéressant, traduction trilingue d'un poète guatémaltèque qui s'appelle Humberto Acabal,
et Umberto Acabal, qui est entre autres un des traducteurs du Popol Vuh, c'est-à-dire un des textes fondateurs des mythes centra-américains et de la création du monde centra-américain, du monde maya. Acabal, non seulement est un traducteur du Popol Vuh, il va ensuite aller vers des recueils beaucoup plus personnels. Et là, on a une série de poèmes. Donc en maya quiché d'abord, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, donc ça on le trouve sur le site de Umberto Acabal, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit bien comment passe la traduction. Et il est évident que ou c'est l'anglais ou c'est l'espagnol qui sont... Enfin, l'anglais et l'espagnol se traduisent eux-mêmes. Si vous remarquez la façon, la construction des vers, si vous remarquez la non-coïncidence des anaphores, si vous remarquez le jeu impossible sur les sonorités qui sont recréées d'une façon différente dans les deux traductions, les deux langues qui véritablement se font face, c'est l'espagnol et l'anglais. Donc ça, c'est aussi intéressant. Pour considérer un petit peu la transmission de cette poésie. Alors, chez Acabal, c'est parfois de l'autotraduction, donc c'est intéressant parce qu'on est sur 2 fois, 3 fois de la création, et non pas sur un seul texte écrit une seule fois. On pourrait penser à d'autres poètes, par exemple, je pense à un très grand Chilien qui s'appelle Chihuahua, de son prénom Elicura, et où on a là aussi des poèmes qui sont des poèmes autotraduction sur non plus le système mésoaméricain, mais plutôt sur les langues mapuche. Alors, dans le cas de cette appropriation, finalement, aussi, des textes des Indiens, des origines, on a le développement de ce qu'on appelle l'ethnopoésie dans les années 1960-70 et qui se poursuit encore aujourd'hui, qui est impulsée notamment par Jérôme Rothenberg et qui produit toutes sortes de textes, mais notamment des textes qui peuvent emprunter des images ou des pans culturels, Toltec Visions par exemple, mais qui aussi impliquent l'inscription de la langue espagnole dans le poème en anglais, comme dans Midnight Velada. On pourrait avoir toute une réflexion sur pourquoi le choix de faire entrer le terme Velada dans le titre du poème et non pas Wake or whatever. En l'occurrence, cela à la fois devient matière pour un certain nombre d'expérimentations, d'innovations dans la poésie nord-américaine contemporaine, mais aussi la cause d'interrogations sur les modalités de cette appropriation et leurs conséquences politiques, la manière dont finalement des poètes à nouveau colonisent l'histoire, la littérature de l'autre, la font leur parfois sans respecter, ce n'est pas le cas de Rothenberg par exemple, mais on pourrait avoir la discussion sans laisser l'espace pour que cette littérature prenne sa dimension attendue. Par exemple, les chants de la chamane Maria Sabina ont été transcrits et traduits et publiés par les presses de l'Université de Californie au titre de leur dimension poétique, mais du coup se trouvent d'une certaine manière instrumentalisés dans la construction d'une esthétique au détriment de leur intérêt et de leurs valeurs ethnologiques, par exemple, historiques. Ce qu'on peut peut-être ajouter par rapport à cette ethnopoésie,
c'est qu'une manière de la prolonger, de la recevoir, passe aussi par des anthologies qui sont construites non pas directement par le recueil de textes, mais en s'appuyant sur une série de textes qui font partie de corpus ethnographiques, anthropologiques, ethnologiques et passé en tant que corpus poétique. C'est assez intéressant de voir finalement, on transvase directement, Rothenberg a cette même vision de la construction, de l'anthologie, finalement en recueillant, en retrouvant à l'intérieur de textes scientifiques, de corpus qui au départ sont des corpus scientifiques, il retrouve et remet au goût du jour des textes dont il va faire des textes poétiques par l'alliance et la composition même de l'anthologie. Sur les Chicanos, peu de choses à dire, c'est pas du tout cette image-là qui devrait être là, je l'avais retravaillée par la suite, mais juste dire que Chicano, qui peut nous paraître cette littérature chicana, c'est-à-dire écrite en espagnol, mais sur le territoire états-unien, Chicano est un mot qui vient des années 1911. Donc en fait, c'est un phénomène beaucoup plus ancien que ce que l'on peut imaginer lorsqu'on pense aux Chicanos et à une littérature qui en fait est retrouvée, redécouverte, remise en actualité d'une certaine manière dans les années 70-80 et qui est véritablement la possibilité pour les poètes, en tout cas la tentative pour les poètes, de retrouver presque une terre mythique, cette fameuse terre du Nord, Aztlan, qui est ce territoire perdu dans la migration. Si l'on y réfléchissait un petit peu longtemps, comme nous avons essayé de le faire, et d'une manière en essayant de conceptualiser un tout petit peu les explorations que nous avions faites, ce qui caractérisait peut-être aussi tous nos poètes, c'était la façon qu'ils avaient de mettre en relation poésie et tous les questionnements autour du pouvoir, de la prise de pouvoir, du pouvoir à donner à l'autre, du pouvoir de la poésie sur le monde. Je pense que ce sont des aspects qui peuvent vous être familiers. Il s'agirait pour eux d'avancer vers une poétique du nouveau monde, qui serait une poétique démocratique, et c'est pour ça que on a mis un petit texte de Whitman qui est aussi en hommage à Agnès, qui a la gentillesse d'être notre discutante aujourd'hui. Petit texte extrait de Democratic Vistas, mais qui est aussi le texte qui est en exergue de l'anthologie By Word of Mouth. Donc on a cette façon de penser que la poésie américaine au sens continental du terme serait une poésie de liberté et une poésie de démocratie, le terme restant encore peut-être à penser ou à redéfinir différemment. Oui, Cardenal va reprendre ces termes de démocratie. Il va parler de cantar la democracia, chanter la démocratie. Et il y a une caractéristique qu'il met en valeur dans ses écrits, c'est le fait de retrouver à la fois chez les poètes anglo-américains et latino-américains une même opposition aux politiques des États-Unis. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire ce sont des poésies et des poétiques, des réflexions sur la poésie qui se situent dans la résistance. Et dans la résistance à un gouvernement de l'Empire, pourrait-on dire, une manière de se poser en résistance depuis le vers, depuis le poème. Et pour ma part, je finirai là-dessus. Ce sont quelques vers d'un gigantesque poète, Carte, qui s'appelle En la extensión de la palabra et qui est de 74, donc dans tous les sens du mot, En la extensión de la palabra. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui est en
en question, c'est la guerre du Vietnam, une guerre du Vietnam qui a été à la fois vilipendée par les poètes du Nord et du Sud, une guerre du Vietnam qui a été parfois choisie par les poètes latino-américains pour parler aussi de ce qui leur arrivait à eux, c'est-à-dire par une stratégie du détour, pouvoir parler d'une colonisation et d'un impérialisme qu'ils pouvaient souffrir à leur tour. Ici, ce qui me semble intéressant, c'est à la fois le déploiement et la condensation de forces de résistance à l'intérieur du poème, quelque chose qui fait feu de tout bois, j'allais dire, avec cette inscription à l'intérieur du poème de la recette du napalm, c'est-à-dire à la fois une espèce de lettrisme poétique, mais en même temps de lettrisme chimique, de jeu de bataille navale avec la formule du napalm, de rimes obscènes entre la berceuse que vous avez en bas et à gauche, duermete mi niño, duermete mi sol, et rime obscène parce qu'elle rime avec ce dinitrorto cresol, chimiquement impur face à l'enfant qui est en train de s'endormir. Donc il y a une espèce de violence exhibée dans les vers et qui font quelque part exploser en vol le poème. Le poème recueil est fait de centaines et de centaines de vers. Hein. C'est véritablement une espèce de gigantesque carte d'un monde imaginaire, utopique et dystopique à la fois. Et qui, par exemple, résonne également de tous les poèmes sur la bombe atomique que l'on trouve sous la plume de William Carlos Williams, d'Allen Ginsberg, de George Orwell, et cette prolifération, en fait, des textes qui essaye de conquérir un espace de résistance, tu l'as dit, de liberté et un espace humaniste pour la poésie des Amériques. Merci. Merci à vous pour votre patience. Merci pour votre